tout le monde. Salut Arnaud. Bonjour. Encore une minute. Bon, ben, je vais débuter. J'espère que vous allez bien, tout le monde. Donc, merci d'être là aujourd'hui à ce webinaire. C'est toujours, on est toujours enthousiaste de planifier un webinaire au début, mais finalement, quand on s'aperçoit que le jour J approche, on regrette parce qu'on est nerveux. Mais finalement, je pense que ça va bien aller. Donc, Ça va bien aller, Frank. Oui, mais merci Arnaud. Merci beaucoup de ta gentillesse légendaire. Ceux qui ne connaissent pas Arnaud, il est très gentil. Donc, ben, merci encore une fois d'être là. Donc, webinaire de Stratégia, on a fait plusieurs stratégies des webinaires déjà. Ça nous aide aussi à nous faire connaître dans un premier temps, mais Stratégia et pour ceux qui nous connaissent, on aime la collaboration. On aime partager des connaissances. Donc, ça fait en sorte que nos projets d'infrastructure fonctionnent. Il y a de l'amélioration qui est faite de part et d'autre. Pas qu'on est nécessairement toujours au cœur des améliorations, mais au moins on aime être là dans l'action. Donc, l'ordre du jour aujourd'hui pour le webinaire, dans un premier temps, on va se présenter Stratégia, qu'est-ce qu'on fait comme prestation de service, qui sommes-nous, Stratégia. Donc, le sujet du webinaire aujourd'hui, c'était le lien entre l'estimation et l'échéancier. Donc, on va parler de l'estimation, du lien oublié, des 4 dimensions. C'est un peu ésotérique, cela, là, mais vous allez comprendre. Les 4 dimensions. La 5e dimension, l'effet sur l'échéancier, c'est un aperçu de l'effet du lien, en fait, du lien entre l'estimation et l'échéancier. Puis, on va conclure. Pour le bon déroulement de ce webinaire, premièrement, les questions, on va essayer de déconcentrer les questions vers la fin, puis je vais vous dire quand ça sera le temps de poser des questions. Aussi, les micros, dans la mesure du possible, de les laisser fermer pour qu'il y ait de bruit de fond. Puis, c'est une question, levez la main. J'ai des collègues ici aujourd'hui avec moi là, qui pourront prendre en note les questions puis me guider aussi, là, puis répondre aux questions au fur et à mesure. Mais pour les questions, concentrons-nous à la fin. 30 minutes, c'est très, très court là, pour ce webinaire-là. Donc, je suis Frédéric Boisvert, je suis votre conférencier aujourd'hui. Je suis chez Stratégia depuis 2018, associé depuis l'année dernière. Puis, donc, mon parcours est un peu varié, mais dans le fond, mon parcours a débuté chez l'entrepreneur, un entrepreneur spécialisé en industriel lourd. Je travaillais sur des projets industriels lourds au début de ma carrière, des projets d'arrêt dans les raffineries. Puis ensuite, j'ai aussi été chez un entrepreneur général dans l'institutionnel commercial. Moi, je suis économiste de la construction.
Je suis trésorier aussi de l'Association des estimateurs économistes de la construction du Québec. Puis, après différents parcours professionnels, là, j'ai été amené aussi à travailler sur des chantiers miniers dans le domaine les mines et métallurgie. Puis, sur un projet nordique, j'étais directement sur le projet là, à Fermont, comme la chanson de notre chanteur Vincent Vallière, là, la chanson qui parle de Fermont. Ben, c'était d'à propos. Fait que, donc, chez Stratégia, comme je disais, depuis 2018, chez Stratégia, on a participé à différents mandats. Dans le groupe d'estimation, l'année dernière, on a réalisé pour plus de 6 milliards d'estimation CAPEX. Puis, on a participé à des mandats de planification d'échéanciers également, plus ou moins 500 millions là, de mandats d'échéanciers. Donc, ça, c'est moi. Stratégia. Stratégia se définit par la stratégie et l'agilité. Ce qui fait que Stratégia est dans l'action. Puis l'action, ce qui guide ce mouvement-là dans l'action, c'est évidemment notre expertise du point de vue stratégique, mais aussi de l'agilité. Ce que ça fait aussi, en fait, ce qui guide cette action-là, puis je l'ai déjà mentionné, c'est la collaboration, la volonté de collaborer avec tout le monde, qui fait que notre efficacité, là, elle est quand même reconnue dans l'industrie. Et en parlant de collaboration, le Bâtissons l'avenir aujourd'hui ensemble évoque cette collaboration-là qu'on souhaite avoir avec nos partenaires et nos clients. Puis, la finalité de tout ça, c'est d'atteindre les objectifs de nos clients, là, les objectifs de coût et de délai. Puis, nous, on souhaite optimiser les investissements de nos clients. Et c'est encore plus vrai quand on peut dégager des économies de parce qu'on est là, de parce qu'on participe au mandat, de dégager des économies pour le bénéfice de nos clients. C'est ce qu'on souhaite avoir, c'est ce qu'on souhaite faire. Fait qu'on, nos honoraires, nos mandats, ils s'auto-justifient de cette manière-là. Donc, c'est vraiment l'objectif. Il y a 4 familles de services chez Stratégia: la planification stratégique, analyse de risque, analyse de la valeur. Ensuite de ça, toutes les analyses multicritères, la planification initiale, des dossiers d'opportunités, dossiers d'affaires. Donc, tout ça, c'est la planification stratégique. S'ensuit la gestion de projet. La gestion de projet, c'est les communications, c'est la coordination, c'est la planification, le suivi, la direction de projet, les parties prenantes, tout ça, ça fait partie de la gestion de projet. Le PEC, la planification, estimation, contrôle de coûts, c'est ce dont je suis responsable chez Stratégia. C'est un groupe d'estimateurs, de planificateurs, de contrôleurs de coûts qui travaillent avec moi. Et finalement, le service d'expertise, c'est en le fond, ça c'est tout ce qui est après projet. Dans le fond, quand ça se passe mal, on ne veut pas que ça se passe mal, mais des fois, ça se passe mal. Il y a des réclamations, il y a des litiges, il y a de la médiation. Stratégia peut supporter des demandes en ce sens, de l'accompagnement ou donner une opinion indépendante à ce niveau-là. Tout ça, chez Stratégia, le monde se parle, nos gens à l'interne, nos employés se parlent, et il y a de l'information qui circule chez Stratégia en ce sens. Le service d'expertise, comme je viens de mentionner, souvent, c'est des leçons apprises. Puis les leçons apprises, il faut en tirer bénéfice de ces leçons apprises-là. Donc, ce qu'il ne faut pas faire, mais nous, on prend cette information-là, puis on l'utilise pour corriger, ou pas corriger, mais plutôt améliorer de plus en plus les bonnes pratiques dans le secteur de l'industrie de la construction. On travaille dans 4 secteurs principalement: public, parapublic, institutionnel, dans le domaine immobilier, dans l'industriel,
industriel lourd, minier, pétrochimie, et dans le secteur des transports. On peut débuter maintenant par le webinaire, finalement. Il y a 2 citations ici que j'ai extraites pour vous. Ce que ça dit, grosso modo, c'est que trop souvent, les planificateurs d'expérience ou les ressources d'expérience manquent sur les projets majeurs. Il y a cette compétence-là, cette expertise-là qui est peut-être là des fois au début, mais qui n'est pas là tout au long du projet, du cycle de vie du projet. Puis trop souvent, ça manque. Ensuite, ce qu'on voit dans le deuxième extrait, c'est que finalement, l'effort qu'on met dans la planification des travaux et dans l'échéancier, dans les échéanciers, ben, c'est ce qu'on devrait toujours viser dans les projets. C'est toujours ça qu'on devrait privilégier. On dit en anglais que souvent l'orientation est cost-driven ou schedule-driven dans les projets. C'est un anglicisme qui est souvent utilisé. Mais on devrait toujours favoriser le schedule-driven, toujours. C'est un principe de base qui peut être très, très profitable. Donc, la présentation, en fait, moi, je vous demande de rester ouvert aux principes qui sont nommés dans la présentation, qui vont être expliqués. C'est des principes, donc vous ne sortirez pas de la conférence comme des experts, mais tout de même, si vous souhaitez changer peut-être des approches différentes de faire les choses, mais c'est à ce moment-là que ça peut être profitable pour vous. En 30 minutes, on n'a pas le temps de tout faire le tour, mais on va avoir un début d'explication que vous pourriez développer de votre côté. Puis, si vous avez des questions, de toute façon, Stratégia, on est toujours là pour répondre aux questions. Ce graphique-là, ce que ça montre, c'est tiré de l'Independent Project Analysis, avec qui j'ai déjà travaillé dans le passé, qui est une firme américaine qui fait des audits sur des différents projets, différentes organisations également. Ce que ça dit, c'est que finalement, la productivité du travailleur n'est pas affectée par le mode de réalisation. Par exemple, le plâtrier ou le plombier, lui, il n'en a que faire du mode de réalisation qui est choisi. Okay? Lui, il installe un tuyau, il applique du plâtre. Fait que ce qu'on devrait viser, ben, c'est avant de parler de mode de réalisation ou quoi que ce soit, c'est vraiment d'optimiser cette productivité-là qui est une partie très, très importante des coûts d'un projet. C'est la main-d'œuvre. Donc, avant de parler du lien qui unit l'estimation, qui lie en fait l'estimation et l'échéancier, parlons des classes d'estimation. Les classes d'estimation, comme le graphique le montre, ici, ça, c'est plutôt des classes d'estimation dans le domaine plutôt industriel. Je sais que dans le bâtiment, il y en a 4 classes d'estimation, la classe D, C, B et A. Mais dans tous les cas, les classes d'estimation, il y a une précision qui est associée à ça. Et en théorie, la précision de l'échéancier est similaire parce qu'on va le voir. C'est quoi le lien entre les deux, entre l'estimation et l'échéancier? Mais vous allez comprendre plus tard. Mais partons du principe que la précision de l'échéancier est similaire à la précision de l'estimation. Une estimation est composée de plusieurs prix, plusieurs catégories de prix. Donc, la main-d'œuvre, les matériaux, les coûts indirects de l'entrepreneur, les coûts indirects de projet. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est la main-d'œuvre. Puis la main-d'œuvre est composée de quoi? D'un taux horaire et des heures personnes. Je sais que dans les estimations, différentes estimations qui sont faites, par exemple, par des architectes ou peu importe les professionnels qui réalisent les estimations, souvent, on met un prix unitaire tout compris de main-d'œuvre, alors qu'on devrait le décomposer en heures personnes. En heures personnes fois un taux horaire. Okay? C'est fondamentalement, la main-d'œuvre est décortiquée de cette manière-là.
OK? Puis, ce que ça montre aussi, c'est que il y a des ratios qui existent selon les types de projets. Donc, c'est possible de décortiquer une estimation selon différents ratios. Si vous avez un prix global de main-d'œuvre et de matériaux qui inclut une ligne budgétaire qui inclut les deux ensemble, mais selon le type de projet, on est en mesure de dire ben c'est 50 de main-d'œuvre, le prix, et 50 de matériaux, ou 40, 60, peu importe. On est capable de diviser ça. Ça s'appelle un top-down estimate. Puis de cette manière-là, on est capable de déterminer ultimement les heures personnes. C'est ce qui nous intéresse. On arrive au lien. Puis moi, j'ai adoré cette analogie-là à un moteur. Pourquoi? Parce que le moteur, lui, il génère une puissance mécanique. OK? La puissance mécanique sert à faire un effort, à produire quelque chose, une force mécanique. Dans l'analogie ici, c'est en fait, on compare au chantier, l'effort pour construire. Donc, ça prend une puissance mécanique pour construire. OK? Mais il n'y a pas juste ça, parce qu'il y a un roulement à l'intérieur du moteur, parce qu'il y a peut-être une boîte d'engrenage, parce qu'il y a peut-être peu importe, ben, il y a une puissance qui est perdue, il y a une efficacité qui est reliée à cette puissance-là. Mais ici, c'est les conditions de chantier et les conditions climatiques. C'est des exemples, mais c'est ça. Ensuite de ça, le moteur, on sait que ça transforme une puissance électrique en une puissance mécanique. Ben, ici, la puissance électrique, c'est les ressources, c'est le nombre de travailleurs. Donc, le lien oublié, là, c'est l'effort qui est déterminé par l'estimateur. OK? Puis pour être capable de réaliser cet effort-là, ben, ça prend des ressources. OK? Ça prend des ressources. Puis les ressources, ben, on les assigne dans un échéancier. Donc, je disais que l'estimateur, c'est lui qui calcule l'effort. Mais c'est qui calcule quel moteur on a besoin, puis quelle puissance qu'on a besoin, ressources humaines? Bien, c'est soit l'économiste de la construction ou un planificateur qui fait ça. OK? Donc, ça prend quelqu'un qui choisit le bon moteur que ça prend. Parce que si on ne le fait pas, le moteur ne sera pas assez puissant, c'est-à-dire que la durée ne sera pas assez détaillée, définie, pour être capable de réaliser l'effort. Donc, ça prend quelqu'un qui se penche sur saisir, en guillemets, le bon moteur. Puis la bonne puissance électrique. Puis ici, on parle de ressources humaines, bien entendu. C'est ça l'analogie que je voulais. Fait que le lien oublié, là, ben, c'est l'effort qui est calculé par l'estimation, qui n'est jamais utilisé dans l'échéancier pour piloter les durées. Parce que les durées, on va le voir ici, ben, la durée est pilotée par l'effort et par le nombre de ressources qu'on lui assigne. Évidemment, par le nombre de corps, le corps de travail également. Donc, dans l'exemple ici, on voit que la tâche A2 est plus courte que la tâche B. Puis la tâche B, elle est rouge, donc c'est la tâche la plus longue. Donc, c'est la tâche critique ici. Mais qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui arriverait si la tâche A2, ben, l'effort est plus grand qu'on pensait, puis il y a moins de ressources qu'on pensait qui est assignées à cette tâche-là? Bien, fort à parier que la tâche A2, maintenant, deviendrait critique, elle serait rouge. Donc, ce que ça fait, c'est que si on n'a pas bien assigné le nombre de ressources ou bien qu'on a mal calculé l'effort pour cette tâche-là, ben, ça signifie qu'on va être en retard dans le projet. En tout cas, ça se peut qu'on soit en retard parce qu'on n'a pas bien calculé le moteur finalement. OK? Bon, on tombe dans l'ésotérique, là.
Les 4 dimensions. Les 4 dimensions, c'est quoi? OK? Ça, c'est la partie de performance du moteur. OK? C'est la partie conditions de chantier. OK? Et ce qu'on sait, là, c'est que plus l'effort est comprimé dans un court laps de temps et dans un espace restreint, plus de ressources seront nécessaires pour répondre à cet effort. Moi, j'aime bien les comparaisons là, boiteuses peut-être, mais c'est comme si vous avez un tuyau, là, puis là, vous voulez passer beaucoup, beaucoup de liquide dans un tuyau. Beaucoup, beaucoup de liquide en très peu de temps dans un petit tuyau. Bien, ce qui arrive, c'est que la pression va augmenter dans votre tuyau. Fait que si une pression augmente, mais ça va vous prendre beaucoup plus de force pour passer la même quantité dans un court laps de temps. Mais c'est exactement la même chose. Ben, exactement. Ça se ressemble à quelque part. Puis l'autre chose qui est importante de noter, c'est que, puis ça, c'est des statistiques qui existent beaucoup, beaucoup. Il y a un accident qui va arriver. Parce que une densité de travailleurs dans un espace restreint, dans un court laps de temps, avec une pression, vous rajoutez une pression, dire oublie pas, tu dois terminer à la fin de ton quart de travail la dite tâche, il y a un accident qui va arriver, c'est certain. Donc, drapeau rouge, on doit être précautionneux en matière de santé et sécurité à ce moment-là. Donc, ça, c'était la partie ésotérique de mon exposé. Ensuite de ça, ici, le graphique, une source que j'ai trouvée, là, qui est la productivité pour les électriciens. On voit à quel point la surface disponible par travailleur affecte la productivité. Donc, plus que l'espace disponible est grand par travailleur, ben, il n'y a pas d'effet sur l'efficience. Mais plus qu'on diminue cette surface disponible-là, ben, à un moment donné, la productivité va chuter. Fait que ce que ça fait, en fait, ben ça, c'est une démonstration des 3 dimensions. Puis la 4e dimension, c'est que cet effet-là, en fait, on comprend que si on comprime un échéancier, ça veut dire que le temps diminue. C'est à ce moment-là que les ressources par surface vont augmenter, en fait, ou la surface par travailleur va diminuer. Donc les 4 dimensions, c'est pas tant ésotérique que ça. Une démonstration ici. OK? Puis là, on tombe encore plus dans l'ésotérique. La 5e dimension, ben, c'est pas tant non plus ésotérique parce que c'est la dimension humaine. Hein? On est tous humains. Je ne sais pas si vous vous souvenez du moteur, mais le moteur, il y avait une efficacité associée au moteur. Bien, le moteur, il y a aussi les conditions climatiques. Fait que les pertes de productivité attribuables aux heures, ben, il y a ici les heures, la température et l'humidité. Donc, ça a un effet, plus que c'est froid et humide, moins la productivité va être grande. En fait, l'efficience va être compromise à ce moment-là. Et les pertes de productivité attribuées aux heures supplémentaires, c'est encore un facteur humain. C'est qu'un travailleur qui travaille 7 jours par semaine pendant 12 heures par jour, pendant quelques semaines, bien évidemment, le coefficient d'inefficacité applicable sur les heures va augmenter, mais ce que ça veut dire, c'est que la productivité va être moindre à ce moment-là. Ce que ça fait sur un échéancier, tantôt, je parlais de compression d'échéancier, ben c'est ça. Entre l'échéancier de référence et une mise à jour, ben là, on a une compression de l'échéancier qui est fait. Ça veut dire qu'il y a une concentration, il y a une densité qui est plus élevée dans la mise à jour, une densité temps-ressources. Et ce que ça fait,
ce que ça fait, puis on le voit ici, ça s'appelle la valeur scalaire cumulative du centroïde. Ça, c'est un indicateur de densité, ressources temps. Et ce que ça dit, c'est qu'à chaque mise à jour qui est faite, ben c'est que ça prend de plus en plus d'heures pour générer un pourcentage d'avancement. OK? La source, c'est un chercheur à l'Université de Washington qui a fait une étude là, sur des outils statistiques pour calculer la productivité, puis sur la méthode du cheminement critique, Critical Path Method, Schedule Density. Fait que quand l'échéancier est dense, ça veut dire que plus que d'inefficience, puis plus qu'on a besoin d'heures pour générer un pourcentage d'avancement. Ça va jusqu'à maintenant? Si je récapitule, c'est-à-dire que plus on essaie de compresser un échéancier, donc de le faire de plus en plus vite, moins les ressources sont productives. Exact. OK, C'est en merci. plein ça. Exactement. Ici, on a un cas de ce qu'on pensait faire au début, qui a été, c'est un exemple là, tiré d'une présentation de l'ACEI. Ce qu'on pensait faire finalement, c'est qu'au départ, on allait finir le projet, par exemple, ici en avril 2013. Puis finalement, ça ne s'est pas passé comme ça. Les coûts ont été consommés beaucoup plus tard, là, quasiment un an et demi plus tard. Donc c'est ce qui arrive là, quand on ne planifie pas bien les coûts dans le temps. Puis le P80, la courbe qu'on voit ici, en fait, c'est un outil statistique qui nous permet de déterminer la contingence nécessaire. Mais ça a été, on le voit, ajouté après. C'est ce qu'il aurait fallu qu'il soit fait. Puis c'est sûr qu'on pourrait aborder le sujet de la contingence, comment on applique une contingence dans une estimation, comment on la transpose dans l'échéancier. Mais étant donné qu'on n'a pas beaucoup de temps aujourd'hui, on a 30 minutes, ça pourrait faire l'objet d'un prochain webinaire. Mais ce que ça dit finalement, c'est que c'est quoi la conséquence d'ignorer le lien entre l'estimation et l'échéancier? Le cheminement critique n'est pas précis, c'est-à-dire les durées ne sont pas précises, voire complètement faussées, parce que les durées de celles-ci, comme je mentionnais, ne sont pas calculées en fonction des efforts réels en heures personnes et les besoins en ressources ou les ressources assignées. Les tâches qu'on pensait non critiques dans un échéancier de Gantt quand c'est bleu, ben, on pense qu'ils sont non critiques, mais s'ils ne sont pas pilotés par l'effort, si on ne leur attribue pas un nombre d'heures personnes et le nombre de ressources assignées, ben, ça se peut que ces tâches-là, finalement, ben, ils sont carrément critiques. Fait que ça fait, c'est que ce qu'on voit aujourd'hui dans les retards dans les grands projets, moi, personnellement, j'ai travaillé sur des analyses, puis j'ai une collègue aussi ici là, qui a travaillé avec moi là-dessus, c'est qu'on a vu des échéanciers qui n'étaient pas comme ça, qui n'étaient pas pilotés par les durées, par les heures personnes. Puis donc, des retards, ben, il y en a tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis cette méthode-là qu'on appelle en anglais resource loading dans un échéancier ou chargement de ressources, je ne sais pas s'il y a un équivalent en français, mais c'est le seul moyen détaillé, précis, d'atteindre des objectifs de temps dans un projet de construction. Le plus précis, puis d'avoir une certitude d'atteindre ces objectifs-là, c'est la seule manière. Les autres déterminations de durée, c'est pas précis. Puis une durée, ben, c'est, comme je vous dis, dans un échéancier, c'est piloté par les heures et par le nombre de ressources que vous allez assigner. Les heures personnes, c'est l'effort. L'effort, c'est le lien qui est en fait, les heures personnes sont estimées par l'estimateur.
Ça devient un effort dans un échéancier, puis c'est ça le lien-là, qui est trop souvent oublié. Et pour réussir son projet, c'est très simple. Il faut planifier adéquatement la durée des travaux avant l'appel d'offres pour construction pour le donneur d'ouvrage. Puis planifier encore une fois l'effort dans la planification d'attribuer pour chaque tâche un nombre d'heures et un nombre de ressources doit se faire également par le donneur d'ouvrage. Parce que si on annonce dans un appel d'offres des dates qui ne sont pas fondées, qui ne sont pas appuyées par une approche méthodique de définition des durées ou de réalisation d'échéanciers, ben, ça ouvre la porte à des réclamations, ça ouvre la porte à plein de choses. Donc, il vaut mieux bien planifier. Puis en même temps, ce que ça va faire du côté du donneur d'ouvrage, ça va nous permettre de trouver des stratégies. Parce que si on a des contraintes de temps, parce qu'on nous dit, ben non, mais mon projet doit se terminer à telle date, mais qu'on voit que le nombre de ressources sera trop important, ben c'est soit qu'on ouvre un deuxième quart de travail. On dit à l'entrepreneur, dans ton estimation, mais ça me prend un deuxième quart de travail parce qu'on le sait que ça va être nécessaire. Ou ben non, un mode de réalisation où on trouve d'autres alternatives, où on se dit, ben on va faire une première phase, puis plus tard, on fera une deuxième phase. Fait qu'il le donneur d'ouvrage aussi a la responsabilité d'utiliser cette méthode-là de ressources loaded dans un échéancier, à mon avis. Ensuite de ça, pour réussir son projet, il faut connaître pour l'entrepreneur l'effort nécessaire tout au long du projet et assigner juste le bon nombre de ressources nécessaires. Un projet, c'est évolutif. Un échéancier, c'est évolutif. Ça bouge dans le temps. Puis quand on fait une mise à jour d'un échéancier, on doit toujours se dire c'est quoi, je suis rendu où, puis combien de ressources j'ai besoin d'assigner pour la suite. L'effort que je dois mettre sur une tâche critique, c'est fondamental. Puis si on ne sait pas c'est quelle tâche qui est critique, ben, on ne pourra pas avancer, on ne pourra pas générer des pourcentages d'avancement. Ça va être très difficile. Il y a dans le fond, on va travailler à l'aveugle. Okay? Donc, c'est très, très important de le savoir, ça, quelles tâches sont critiques. Puis, comme je disais, ben, il faut prioriser ces tâches réellement critiques-là. Puis, tout est, pour comprendre encore une fois, je reviens sur le lien, mais qu'est-ce qui définit une tâche critique? Ben, c'est l'entièreté de l'échéancier, mais avant tout, c'est comment c'est monté l'échéancier, mais surtout, c'est comment que les durées sont calculées. Puis, comme je vous dis, il y a une seule méthode très précise de le faire, c'est par l'effort et le nombre de ressources. Je me suis amusé on va finir avec ça. Je me suis amusé à faire l'échéancier du Colisée de Rome pour le fun. Puis, je suis retourné dans le temps. J'allais interroger les gens là, dans le temps. Puis, ben, le Colisée est bâti avec des travertins, des pierres, etc. Puis, je me suis dit, ben, la construction a duré 10 ans. OK? Ben, avant tout, il fallait produire ces pierres-là, ces dites pierres-là, les préfabriquer, puis les emmener sur le site. Donc, je me dis, qu'est-ce qui serait arrivé si jamais, au lieu d'être à 10 000 personnes pour la production des pierres du niveau 3, 4, 5, si finalement on serait plutôt à 5 000 personnes, bien, la tâche devient critique. La tâche devient critique. Puis ce que ça fait, ben, c'est que là, il y a un retard qui apparaît à la fin. Puis la beauté de la chose, c'est qu'aujourd'hui, on n'est plus offert au lion pour être mangé. Aujourd'hui, on a la vie sauve, mais dans le temps, ce n'était pas la même chose. Fait que voilà, c'était ma présentation. J'espère que je sais que ce n'était pas dans la précision. On n'avait pas le temps de tout faire le tour, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est le temps. J'ai dépassé un peu. Là. On a commencé 4 minutes en retard. J'ai dépassé de 3 minutes, ça veut dire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Allez-y. Je vous remercie en tout cas d'avoir été là. Soyez pas gênés. Je suis pas.
Bon, je ne suis pas comme un lion qui... Beaucoup de questions, je dirais. Ouais, Très intéressant, en tout cas. Ils sont gênés. Merci. En tout cas, on voit bien l'évolution. Ouais. Heureusement qu'on n'a pas des lions dans nos placards. Je pense qu'un des défis, Frédéric, je me permets, dans le fond, j'ai plus ou moins une question, mais c'est peut-être plus une réflexion, c'est jusqu'où on peut pousser condenser notre échéancier. Si l'objectif, c'est de sauver des coûts, parce qu'on a souvent le réflexe de se dire, ben, si je sauve 2 mois de travaux, ben, je vais sauver des frais généraux. Mais par contre, dans le fond, ça va peut-être prendre plus d'efforts. Fait qu'au final, je vais dépenser plus d'argent en main-d'œuvre parce que ça va me prendre plus de monde pour réaliser les travaux. Fait que je pense que c'est un choix où est-ce que ça peut être difficile à trancher. Là, je ne sais pas, j'aimerais t'entendre peut-être là-dessus. C'est quoi ton opinion? Mais l'idée, c'est pas nécessairement de sauver 2 mois. C'est pas ça l'idée. L'idée, c'est qu'au départ, on planifie la juste durée que ça prend réellement. OK? Puis si jamais il y a une contrainte, on dit non, le projet devra commande de l'exécutif ou politique même. Des fois, ça peut être ça. On dit ben non, il faut que ça soit terminé à telle date. Mais c'est à ce moment-là que, évidemment, il faut doublement faire un travail de planification. Mais l'objectif, ce n'est pas de réduire une durée. L'objectif, c'est de déterminer la juste durée, puis de l'annoncer dans les documents d'appel d'offres. OK? C'est l'équilibre parfait entre les heures et les ressources, c'est ce qu'il faut atteindre. Il faut être capable de définir parfaitement le cheminement critique. Puis ce qu'on voit généralement, c'est que c'est cette partie-là qui est mal faite. Puis les dates qui sont annoncées dans les appels d'offres, pas toujours, mais souvent, sont pas basées sont basées sur quelqu'un qui regarde l'échéancier et dit ah, ça va être à peu près tant de temps. Puis finalement, en faisant ça, c'est qu'on n'est pas capable de dire c'est quoi le cheminement critique de manière précise. Puis ça veut dire que l'effort nécessaire pour trouver des mesures ou de l'optimisation sur ce cheminement critique-là, on n'est pas capable de l'avoir parce qu'on ne l'a pas bien défini initialement. Fait que pour le donneur d'ouvrage, c'est de bien annoncer les dates, les bonnes dates, pour une juste durée. Puis pour l'entrepreneur, c'est que quand il remet son échéancier de référence en début de mandat, bien que le donneur d'ouvrage regarde la façon que ça a été fait. Puis moi, ce que je recommande, c'est qu'il faut que le cheminement critique soit parfait, puis il faut qu'il soit chargé en ressources et en heures. Parce que là, l'entrepreneur, à ce moment-là, va faire la démonstration de la viabilité de son échéancier. S'il ne fait pas ça, ça veut dire que l'objectif, ce n'est pas de dire vous avez raison, monsieur donneur d'ouvrage, c'est vraiment que lui fasse la démonstration de la viabilité de son échéancier. S'il y a trop de ressources en même temps, ben, ce n'est pas viable, il ne pourra pas le faire. Il y a une lumière rouge à quelque part, il faut qu'elle apparaisse. Fait que c'est juste ça le point, en fait, là, de la présentation. Excellent. Bien, merci beaucoup, Frédéric. Très belle présentation. Merci. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Je suis encore là. Ça veut dire que c'était très clair. S'il n'y a personne qui a de questions, ça veut dire que j'ai scoré. C'est bon? Ben, si vous avez d'autres questions, je vais vous laisser. Puis si vous voulez m'écrire, écrivez-moi. Oh, il y a une. OK. Merci. 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 Merci beaucoup. Merci à tous. Vous êtes super gentils. Salut. À plus. Salut, merci. Merci. Salut. Ouais, merci.